Le courbe elliptique, alors première approximation, on va d'abord se mettre sur C, et on va dire que c'est une courbe de genre 1. Alors quand on écrit courbe, c'est une version abrégée de courbe non singulière connexe compacte, nous disons plutôt projective. Mais je trouve que pour le genre A, on peut décrire ça directement comme ceci, c'est un tore complexe de dimension 1. À vrai dire, pas tout à fait canoniquement. Comme ce soit un tore complexe dimension 1, ça, d'habitude, un tore, on le regarde comme C sur lambda, et lambda est un réseau. Et à ce moment-là, il y a une structure de groupe, et en particulier, il y a un élément 0, parce qu'on l'écrit additivement. Il y a un élément 0. Donc, ça, c'est la même chose que courbe de genre 1 avec un point marqué. Alors, sur C, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais quand on travaillera sur Q ou sur notre corps, il y a des courbes de genre 1 qui n'ont pas de point. Là, j'en ai écrit une qui a des points, mais si je voulais en écrire une qui n'a pas de points, ce serait très facile, y2 plus x4 plus 1 égale 0. Et pas. Donc, quand je dirais courbe elliptique, il y aura un point marqué. Alors, comment on arrive à une équation pour ces choses-là? On dit ceci. Appelons E, E c'est la lettre habituelle pour une courbe elliptique. Appelons E la courbe. Et regardons x valant moins x, puisque c'est un groupe, il y a un opposant. Alors c'est une involution. Et les points fixes, ce sont les points avec 2x égale 0. Et sur un tore comme ça, on voit bien quels sont les éléments d'ordre tués par 2. On prend 1 demi de lambda sur lambda, et c'est un groupe de type 2. Donc il y a 4 points. Donc on a une courbe de genre 1. Maintenant, on la divise par cette involution. Et sur l'involution. Alors, sur la courbe de genre 1, il y a une différentielle de première espèce évidente là-dessus. Si on appelle U la variable, c'est DU. C'est algébrique. Mais DU est renversé par ça. Donc ici, la différentielle DU a disparu. Ce qui fait que ceci est de genre 0. C'est une droite projective. Et elle a 4 points. Il y a 4 points de ramification, les 4 points 2x égale 0. Donc on a un revêtement quadratique à 4 points de ramification. Bon, ben ça suggère, pratiquement ça démontre qu'à une constante près, c'est une équation du genre x moins alpha 1, x moins alpha 4. Alors, on peut essayer de nettoyer ça en envoyant par exemple un point à l'infini. Alors, d'habitude, on envoie à l'infini le point 0. Alors, sur le dessin qui est là, l'infini est marqué, et ça va être lui l'origine. Et à ce moment-là, si on prend ça, en quelque sorte, alpha 4 sera l'infini. C'est-à-dire que finalement, ça se ramènera à une équation où on peut faire sauter le terme
en x2 plus à x plus b. On peut se demander combien il y a de courbes elliptiques, ou plus précisément comment on les paramètre. Alors visiblement, on les paramètre comme ceci, on prend la droite projectile et on met 4 points dessus. Et une fois qu'on a les 4 points, on sait où se ramifie, on connaît la courbe. Si c'était de 3 points, donc on prend un variant sur les courbes elliptiques. Les 4 points ont un invariant, le birapport. Toutefois, le birapport dépend de la façon dont vous avez groupé les points. Alors, il faut faire une fonction symétrique du birapport, et ça, traditionnellement, c'est J, l'invariant modulaire. Alors, il est normalisé de façon un peu bizarre, mais en gros, il a la forme suivante, constante, le petit a qui est là, et puis si je me souviens bien, traditionnellement, on met ça parce que dans la théorie de Weierstrass, on tombe naturellement sur l'équation 4x3 moins g2x moins g3. Il y a un 4. Bon, et là, c'est quelque chose comme A3 plus 27 g2. Non garanti, vous cherchez dans la vie. Ne me demandez pas quelle est le J de celle-là, je ne m'en souviens plus. Je sais simplement que ce J est quelque chose avec 11 en dénominateur. Ça, c'est important. Bon, voilà ce que c'est une courbe elliptique. Alors, on va s'intéresser au point d'ordre fini. Alors, on va regarder ceux d'ordre 2. Alors, on a besoin des autres. En fait, l'exposé est essentiellement sur les points d'ordre fini. On va expédier ça là-haut. Point d'ordre fini. De E. Disons pour l'instant sur C. Alors, c'est tout à fait clair ce qu'il y a. C'est que si vous cherchez les points X avec Lx égale 0, ce que vous trouvez, c'est un groupe comme ça. Somme de 2. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Par contre, ça va devenir intéressant sur un corps quelconque. Alors, sur K, corps quelconque. Bon, d'abord, il faut définir une courbe elliptique, mais ça, pratiquement, je l'ai fait déjà, en disant que c'est une courbe de genre 1 avec un peu marqué. Et c'est un groupe, il y a une structure de groupe naturelle. Structure de groupe algébrique naturelle. Quels sont les points de division? Bien, c'est nettement moins évident, mais ce n'est pas bien difficile, pour les courbes elliptiques. Parce que on écrit ça, on écrit la loi de composition, et si on écrit que mx égale 0, on trouve une équation d'un certain degré. Et alors, le résultat est que c'est pratiquement la même chose que sur C, c'est-à-dire que sur une extension convenable de K, mais pas en général sur K, bien sûr, le groupe des points, on appelle ça de division par N, de N division.
Et isomorphe à ce que j'ai dit. Si N est première caractéristique. Il est plus petit, nous n'aurons pas besoin d'en savoir beaucoup plus, il est plus petit lorsque la caractéristique de P est qu'elle le diviseur. Par exemple, pour N égale P égale caractéristique, c'est un bon exemple. Alors, le groupe des points de division est ou bien 1, c'est-à-dire 0. Je ne sais jamais comment noter le groupe à 0 à un seul élément. En notation additive, c'est 0. Ou Z de CP. Et c'est très rarement 0 pour un P donné. Le P égale 2, 3, 5, ça arrive pour une seule courbe. En gros, c'est de l'ordre de P sur 12, le nombre des... Il s'appelle super singulier. Alors pourquoi super singulier ils sont? Bon, alors, c'est bien gentil d'avoir ce résultat-là, mais on aurait envie d'avoir des résultats plus concrets sur un corps de normes, par exemple. Dans mon exposé, il s'agira essentiellement que de ça. Donc, on va maintenant supposer que K est un corps de normes. Ah, quand même, puisque j'ai cette courbe sous les yeux, je vais vous montrer un exemple de point de division. Parce que, sur cette courbe, la loi de composition peut être caractérisée de la façon suivante. 3 points, disons PQR, sont de somme 0. Si les 5 dans-ci, ils sont sur une droite. Et ça, c'est parce que j'ai choisi comme 0 le point infini qui est un point d'inflexion. Alors, prenez la droite verticale qui est là. Elle coupe au point infini en P, et bien sûr l'autre est donc moins P, puisque ça c'est 0 plus P plus moins P. Là, c'est tout moins P. Oui, mais je vous ai tracé des tangentes. C'est pour ça que j'ai tracé ça. Ces tangentes vous montrent que 2P plus P égale à 0. Et d'autre part, ici, vous avez aussi une tangente. 2Q plus P égale à 0. Alors, un petit calcul arithmétique que je laisse montre que ça entraîne que ces points sont d'ordre 5. Les 4 points qui sont là sont d'ordre 5, et avec l'infini qui est égal à 0, ça fait un groupe cyclique d'ordre 5. Alors, il y a un théorème de Mazur qui date de... Alors, les dates, vraiment, j'ai été obligé de les noter parce que je ne vais pas me mettre à la tête. 1977. Il a déterminé sur Q quels sont les ordres possibles des points rationnels. Il n'y en a pas beaucoup. Et aussi, et plus précisément, il a déterminé les sous-groupes de points rationnels. Je crois que le maximum, c'est 16, le nombre de points. Mais c'est là.
Mais ce dont j'ai envie de parler, c'est le groupe de Galois. Ces groupes de Galois vont intervenir de la façon suivante. Quand on a, appelons EN, le groupe de points de N division, on va prendre N premier la caractéristique. Ah, pardon, j'ai des problèmes de. Bon. N premier la caractéristique. Alors, à ce moment-là, ce groupe EN est isomorphe, on l'a vu. Bon, c'est un Z sur NZ, module libre de rang 2. Alors, avec cette hypothèse-là, ça sera sur les clôtures séparables. Deux cas. Autrement dit, quand vous cherchez ces points, c'est pas la peine d'introduire des extensions radicielles. Par contre, si elle était divisible par P, oui, il y aurait des extensions radicielles. Et là, c'est clôture séparable. Alors, la clôture séparable, elle est faite exprès pour qu'on donne un nom à son groupe de Galois. Et d'habitude, on l'appelle gamma K. Toute l'extension est finie. Et ça, c'est un groupe de Galois, il est profini. Il est limite projective de groupe fini. Et bien sûr, il opère sur. Alors, quand je dis ça, au fond, j'aurais dû dire EN de KS. Le groupe de points sur KS. Alors, gamma K, bien sûr, il opère sur EN de KS. Et si vous choisissez de base de EN de KS comme module, ça veut dire que vous avez un homomorphisme. Rho est une lettre traditionnelle pour les représentations galoisiennes. Va dans GL2 de Z sur NG. Et ce sont ces rouelles qui vont m'intéresser. Avant de continuer à les regarder, on va quand même regarder un exemple, un modèle plus simple, en anglais, j'appellerais ça un baby case. En français, je ne sais pas le dire, le cas pour les petits bébés, où au lieu de prendre une courbe elliptique, on prend le groupe multiplicatif. C'est un groupe algébrique de dimension 1, comme E, mais simplement, lui, ses racines éniennes, les points de n division, c'est ce qu'on appelle μn, c'est des racines éniennes de l'unité. Et vous avez exactement la même situation, à part que ce 2 est devenu un 1, parce que ça c'est de rang 1. Sur Z, c'est libre sur Z. Donc, vous avez ici un caractère, et ce caractère s'appelle traditionnellement Kiel, qui va de gamma K à automorphisme de ça, on a envie de l'écrire VL1 de Z sur L. Et là aussi, vous voyez bien qu'il vaut mieux supposer que N est première à la caractéristique, puisqu'il n'y a pas de racine payenne de l'unité en caractéristique coupée, à part 1. Bon, et là, bon, ça quand même, on peut l'écrire de façon multiplicative. Alors, dans le cas K égale Q, c'est un théorème ancien, je crois qu'il est dû à Kronecker, j'en suis pas tout à fait sûr,
En tout cas, Gauss en avait démontré une partie importante et Kronecker a fait le reste. Il dit que il y a des surjectifs. Autrement dit, toutes les racines de l'unité du mouvement sont conjuguées entre elles. Alors, quel rapport ça a avec le mouvement? D'abord que c'est un exemple, comme je disais, Béké's, mais aussi il est lié à celui-ci parce que quand vous avez ceci, vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre le déterminant. Et ça, c'est dans valeur G1. Et c'est un théorème que ce composé, c'est le qui est là. Alors déjà, ça vous donne un premier petit renseignement sur vos groupes de Galois. Vous saurez que, par exemple, pour Q, vous saurez que moi, le déterminant peut prendre n'importe quelle valeur. Et ça laisse beaucoup de choix. Alors, comment on va faire pour attaquer le problème qui est la structure de l'image? Ce n'est pas commode de faire ça pour chaque n séparément. Il faut les regrouper. Et on les regroupe par leur facteur premier. Alors, en fait, en premier, on se garde bien de les appeler P parce que P pourra servir pour d'autres choses. Donc, on va les appeler L. On va donc regarder, L égale L, L2, L3, etc. Et on les met ensemble. Alors, comment on les met ensemble? Et L, point de division par L, bon. E, L2, je mets dessus. Parce que quand vous avez un point tué par L2, si L2x égale 0, alors vous avez L fois Lx égale 0. Donc Lx est un point ici. Donc là, vous avez une flèche qu'on pourrait appeler. Et ça continue comme ça. Et c'est tête qu'il y a déjà très longtemps, dans les années fin des années 40, a donné un nom à cette construction, du coup on l'appelle module de tête, qui est une façon de garder, de mettre ensemble tous ces machins-là, et c'est la L pour tête de E égale limite projective des E L du KS. Alors ça a l'avantage que, en passant à la limite du projectile, vous allez trouver un module sur un anneau bien plus sympathique, sur l'anneau des anti-éladiques. Et le on va essayer d'écrire là-haut. Et donc, vous pourrez appeler ça rond infini. Ce que donnent les ronds pour les différentes puissances, et ça vous donne un macabre va dans JL2, un groupe isomorphe, d'abord dans haute automorphisme de Tn. Et ça, c'est la même, c'est isomorphe, mais pas canoniquement, bien sûr, à GL2 des anti-LN. Ah! Et on voudrait dire quelque chose sur l'image. Alors maintenant, il
il faut quand même que je justifie les termes de souvenir de cet exposé. Pourquoi c'est un souvenir? Bon, ces choses-là, je les connaissais depuis longtemps. C'était pas ça la question. Mais en 62, je reçois une lettre de Tate qui me pose un problème sur essentiellement ces groupes-là. Et je voudrais donner un nom au groupe image. On va l'appeler GL, groupe image. Ouais. Bien sûr, ça dépend de eux, mais on n'écrit pas. Tate me dit, j'ai besoin pour une question que pose Cassels, j'ai besoin de savoir ceci. Est-ce que H1 de ce GL, agissant sur, alors, on peut dire sur TL, est un groupe fini. Alors, qu'est-ce que c'est que ce H1? Bon, ce sont les cosiques, vous savez ce que c'est que des cosiques. Ici, ce sont des espaces qui ont des topologies, sont compacts, alors on prend des cosiques continus. En fait, c'est plus agréable d'introduire l'espace qu'on appelle d'habitude VL, qui est QL, tenseur ZL. Ça, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Alors, ça, c'est équivalent, enfin, c'est pas évident, c'est équivalent, mais en fait, c'est équivalent à H1 de GL et de VL égale 0. On est toujours content quand un énoncé se traduit par tel groupe de cohomologie est 0. On se dit qu'on a peut-être une chance de montrer ça. Et Tate, dans sa lettre, me dit oui, l'ennui, c'est que je ne sais rien sur la structure du GL. Et effectivement, c'est pas très évident comment décrire un groupe comme le GL. Pensez déjà au cas N égale 2, par exemple. C'est une limite projective de groupe fini. Alors, modulo 2, vous avez GL2 des corps à deux éléments. Et ça, c'est le groupe symétrique S3, opérant sur les 3 points. Ça va. Ensuite, vous avez un GL2 Z sur 4Z. Qui va là-dessus. Il y a un noyau qui est gros. Le noyau est dans 2 puissance 4. Et ça continue. Donc, vous avez au-dessus de ce S3, vous avez un pont de groupe, une limite projective de groupe, et puis en général, ce sera un pont N groupe. Mais ça, essayez donc de décrire les sous-groupes de ça. Ah! Eh bien, il se trouvait que dans une rédaction de Bourbaki, je crois, ou bien en conversation, on m'avait cité un théorème de Cartan, Cartan-Élie. Le théorème de Cartan-Élie dit tout ce groupe fermé, un groupe de Lie, sur R est un groupe de Lie. C'est pas un théorème bien difficile, mais pas non plus entièrement trivial. Bon, eh bien, c'est presque ce que je veux, parce que je veux des sous-groupes, des groupes de Lie, GL2 de QL. GL2 de ZN, c'est aussi un groupe de Lie. Mais le groupe de Lie est ladique. Donc, on a besoin du théorème de Cartan ladique, qui dit la même chose avec ceci. Et il se trouvait que ce théorème était déjà dans la littérature. Un élève de Chevalet,
c'était visiblement un travail que Chevalier lui avait demandé de faire. Adrien du Chevalier, j'ai oublié son nom, et on le retrouverait facilement, l'avait démontré. Dans les années 40 à peu près. Ah, alors quand j'ai remarqué ça, c'était important. Parce que ça, c'est un groupe de lits, l'image. Un groupe GL est donc un groupe de lits éladiques. Alors quel est l'intérêt des groupes de lits? C'est qu'ils ont une algèbre de lits. Alors, à quoi ça va nous servir? Dans quelle mesure un groupe éladique est-il déterminé, un groupe de lits éladique est-il déterminé par son algèbre de lits? Eh bien, c'est exactement comme pour les réels, il est déterminé localement. Alors pour les réels, localement, comme la composante connexe est grande, ça fait beaucoup de choses. Pour les éladiques, la composante connexe c'est 1. Donc, mais vous savez seulement que dans un voisinage de 1, vous pourrez l'avoir à partir de la algèbre de Lie. Ça a l'intérêt suivant. Supposez que vous ayez G contiennent G', avec un lit fini. Et ils sont tous les deux des groupes analytiques éladiques, groupes de Lie éladiques. Alors, ils ont la même algèbre de Lie. Bien sûr. Ah! Pourquoi c'est intéressant ici? C'est intéressant parce que j'étais en train de regarder les représentations de gamma K. Mais bien sûr, je peux faire des extensions finies de gamma K. À ce moment-là, je vais trouver des gamma K1 dedans et d'indices finis. Ça vous donnera des groupes GL de plus en plus petits. Donc il faudrait que j'appelle K', et du coup j'appelle GL celui-là et G' celui-là. Mais G' va être d'indice fini. Donc même algèbre de Lie. Ça c'est très satisfaisant parce que ça veut dire que finalement, on est même sur les complexes, unico-elliptiques. Et vous choisissez qui est définissable sur un corps de nombre. Alors vous la définissez sur votre corps de nombre. Elle vous donne une algèbre de Lie, en elle. Et vous étendez les scalaires, et bien ça ne change rien. Autrement dit, cette algèbre de Lie est attachée intrinsèquement à la courbe elliptique sans tenir compte du corps de base. Ah! Bon, alors maintenant, est-ce que l'énoncé que vous voulez tête peut se traduire? Alors, comme d'habitude, on met des belles lettres gothiques pour les algèbres de Lie, et on a l'algèbre de Lie GL, et vous vous doutez que l'énoncé de tête est équivalent à H1. C'est pas difficile. Une fois qu'on a constaté tout ça, on se dit que la traduction existe et ce n'est pas autre chose que ça, et c'est ça. Bon. Alors là maintenant, cette algèbre de Lie, c'est une sous-algèbre de l'algèbre Lie de GL2. Les matrices de 2. Alors il n'y a pas tellement de sous-algèbres de Lie, c'est très différent de ce que c'était pour le groupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme algèbre de Lie qui vous viennent en tête? Eh bien, celle des sous-groupes. Vous avez GL2, vous pouvez mettre dedans SN2. Alors, avec des. Je ne sais pas écrire en lettres gothiques ce machin-là, je vais l'écrire comme ça. Vous êtes défini comme étant gothique. Point. Voilà. Alors, bon, eh bien non, ça ne peut pas être celle-là.
Parce que nous savons que le déterminant est presque surjectif. Donc nous savons quand même quelque chose sur GL. Alors là, le déterminant remplacé par la trace. C'est surjectif. Donc ce n'est pas l'algèbre de Lie. Alors, vous avez l'algèbre triangulaire. Oui, c'est intéressant, il va falloir se voir. Vous avez aussi une sous-algèbre de la précédente, qui s'appelle un carton déployé, ça. Algèbre diagonale. Pourquoi carton déployé? Parce qu'il existe un autre, c'est une algèbre commutative de rang 2, qui correspond à QL croix QL. Mais il y a d'autres sous-groupes qui ne sont même pas possibles à décider joliment, qui correspondent à des extensions quadratiques de QL. Et ça s'appelle des cartons non déployés. Bon, et il y a quand même d'autres, par exemple, vous pouvez vous amuser, ici, vous avez donc deux paramètres, mais vous dites, je prends la sous-algèbre de Lie, où ce paramètre vaut 3 fois l'autre. Il faudra éliminer ces gens-là. Alors, on se trouve devant maintenant deux problèmes. Un, le problème de Tate. Alors, je vous dis tout de suite que ça n'a pas été très difficile à démontrer. Et il m'avait posé la question, en fait, pour des variétés abéliennes, et c'est vrai aussi pour des variétés abéliennes. Donc, on va laisser tomber le problème de Tate initial, et on va se concentrer sur la structure de GL, ou bien, et aussi, celle du groupe GL. Alors, c'est le moment de dire que dans la théorie des courbes elliptiques sur un plan quelconque, il y a une sous-famille qui a été très étudiée, ce sont les courbes à multiplication complexe. Alors ce nom savant signifie que si vous prenez les endomorphismes de E, alors disons-le d'abord sur C. Les endomorphismes de E sur C, on démontre facilement, c'est pas difficile, que c'est soit Z, soit un ordre d'un corps quadratique imaginaire. Alors, ordre, c'est une terminologie qui nous vient, je suppose, de l'école allemande, de Ordnung. Et je n'ai aucune idée de pourquoi les Allemands ont choisi ça, parce que ça n'a rien à voir avec des ordres plus petits que ou plus grands que. C'est simplement ceci. Si vous prenez un corps quadratique imaginaire, alors prenons un grand K, surtout quadratique imaginaire, donc disons, par exemple, disons plus racine de moins D pour n'importe quel but. Vous avez l'anneau des entiers de K, et on appelle ordre de K un sous-anneau d'indice fini. Sous-anneau d'indice fini. Et ces ordres sont classés par leur discriminant.
Le discriminant, c'est un peu de chose près D, mais c'est plus grand. Par exemple d'un ordre non maximal, l'ordre maximal c'est le cas, ordre non maximal, par exemple, au lieu de prendre Z de I, qui est l'ordre maximal que de I, vous pouvez parfaitement prendre Z de 2I, ou Z de 1 type I. Et là, le discriminant est moins 4. Et si vous mettez ici un MI, le discriminant sera moins 4 et 2. Et là, quand on a une structure comme ça sur E, les problèmes précédents sont vraiment presque évidents à résoudre. Parce que vous pouvez supposer que ces endomorphismes sont définis sur le corps K, quitte à étendre un peu le corps K. Et à ce moment-là, l'action du gamma doit commuter avec ça. Et K est son propre commutant là-dedans. Et donc finalement, vous sortez avec une situation au fond de dimension 1. C'est-à-dire avec des caractères à valeur dans le corps de la multiplication complexe. Et les problèmes qui sont là sont faciles. Donc ce cas-là, on n'en veut pas. On veut s'attaquer aux problèmes qui sont plus difficiles. On veut regarder les problèmes sans multiplication complexe. Alors, ça c'était en 62. Alors, j'ai expliqué ça pour un N fixé, mais il faut quand même dire que il est raisonnable de mettre tous les N ensemble. Donc, il est raisonnable de prendre Z de ce qu'on appelle Z de Chaput, le produit pour tous les N en c'est une partie d'un groupe adénique, on l'appelle le groupe adénique. Et donc, ce Z chapeau correspond à une représentation de la loi là-dedans. Donc, égal, en temps d'écrire, égal au produit. Et quand on réfléchit à ces choses-là, on se convainc très vite que l'énoncé à démontrer devrait être le suivant. Théorème, mais en 62, je ne voyais vraiment pas comment y arriver, mais 1972, c'était fait. Mais une dizaine d'années, c'est quand même un peu beaucoup. En 72, image de rho infini, de infini, et ouverte. Donc, c'est-à-dire d'indice fini, c'est pareil. Et ça, je vais essayer d'expliquer un petit peu, mais pas trop, parce que, oui, c'est un peu difficile comme démonstration. Ben ça peut un certain temps. Mais quand on démontre que quelque chose est un indice fini, il y a toujours quelqu'un, par exemple vous-même, qui demande, oui, mais quel indice? C'est bien gentil, fini, mais ça laisse beaucoup de possibilités. Alors, pour votre curiosité, voilà ce que j'ai trouvé dans l'archive du mois de juillet cette année. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur rendre ça plus précis. Alors, il y a un article de Zilina. Oui, c'est ça, son nom. Il n'a pas déterminé les indices possibles, mais il a déterminé ceux qui étaient connus comme indices. Il a fait la liste des indices connus
il est concevable que cette liste soit complète, mais ça... Alors, cette liste, elle commence par... Alors, attention, c'est sur Q, bien sûr. Elle commence par 2, 4, 6, 8. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le dernier. 2736 égale 2, 4, 3, 2, 19. Voilà, c'est le prix. Celui d'avant est respectable, c'est 15. C'est ça. Alors, 72, 22, ça fait 50 ans. On a fait des progrès, vous pouvez voir. Mais la question n'est vraiment pas résolue du tout. Alors d'abord, je vais expliquer comment on attaque ce problème. Ça, je crois que je peux le souligner. Il y a deux choses qui vont intervenir. Il y a d'une part ce travail pour un L fixé. Et d'autres. Alors, pour moi, ça correspond à. Et L variable. En fait, la démonstration. En 71, je l'avais en tout cas. C'est pas bon. Alors, pour L fixé. Alors, pour L fixé, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Pour L fixé, le théorème revient à dire simplement que l'algèbre de GL, GL à l'infini, c'est GL2. Alors, comme d'habitude dans ce genre de questions, comment vous démontrez que le galois est gros? Vous avez deux façons. Vous pouvez exhiber des éléments dedans, à des constructions intelligentes, et vous pouvez surtout éliminer les autres possibilités. Et la plupart du temps, c'est ça la façon dont on travaille. C'est-à-dire, on regarde ceux dont on ne veut pas, on les étudie, et jusqu'au jour où on a obtenu une contradiction, et hop, ils sont partis. Donc, il fallait éliminer des choses. Alors, l'une des premières choses qui a été éliminée, ça a été GL contenu dans un borel. N'est pas possible. Alors, en fait, j'avais fabriqué deux démonstrations différentes de ça. L'une d'elles consistait à montrer que déjà le groupe de Galois, du groupe local en L, et dans les groupes de Galois, vous avez les sous-groupes associés aux différents nombres premiers. Ça s'appelle le sous-groupe de décomposition, qui est même des groupes d'inertie. Alors, on peut prouver dans ce cas-là qu'avec le groupe local en L, on a trop pour être dans un borel. Cependant, la démonstration utilise un théorème qui est un cas particulier, un théorème qu'on appelle le serre-tête, qui a la propriété désagréable de n'avoir été rédigé par aucun des deux auteurs, mais heureusement Drinfeld aux États-Unis
en rédigé une démonstration, le 4 sera rédigé comme fait. Mais en fait, ce théorème n'est pas vraiment dû à certains, il est dû à tel. Et moi, j'avais fait un cas particulier qui était celui dont j'avais besoin ici. Bon, je crois que ça ne vaut pas la peine d'expliquer cette démonstration parce que l'autre est beaucoup plus facile à comprendre. L'autre consiste à dire qu'est-ce qui se passe si vous aurez là-dedans? Bien, ça veut dire, si je reviens à un TN, ça veut dire qu'il existe un T plus L de rang 1 qui est stable par gamma. Alors, à quoi ça peut me servir? Eh bien, on va prendre l'anti-M et on va regarder TNM qui est l'ensemble des X. Comment je peux l'écrire en formule? Je vais écrire en formule. Alors, comment je vais écrire en formule? Égal. C'est ça. Mais si vous prenez LMTL, vous trouvez quelque chose de type LL. Mais je mets en plus T'(L) dedans. Je peux supposer qu'il est facteur direct. Et donc ça va me donner toute une série. On va avoir un TL1, TL2, toute une série de sous-groupes d'indices L, L2, etc. Chaque fois, on descend par L, qui sont tous stables par gamma. Alors, c'est un petit exercice que de voir que quand vous vous donnez un sous-réseau stable par la loi, ça correspond à une isogénie des courbes elliptiques correspondantes. Vous voyez, une isogénie, c'est un homomorphisme noyau fini. Par exemple, si ce noyau d'ordre L, le TL là va donner quelque chose d'indice L là-dedans. Donc, cette suite ici va me donner une suite d'isogénie. Tout ça, c'est des courbes elliptiques liées par des... Bon, ça me fait une infinité de courbes elliptiques. Et elles ont ceci de remarquable, c'est que l'action de Galois est la même, essentiellement. En particulier, elle est mauvaise aux mêmes places. Les mêmes places sont ramifiées. Et il y a une notion de conducteur. Et cette suite va vous donner... De toute façon, en fait, le théorème dont je vais vous parler, on ne parle pas de conducteur. Alors, je dis que cette suite contredit un théorème de Shafarevich. Contredit un théorème de Shafarevich. Alors, que dit ce théorème? Il dit que quand vous avez une courbe elliptique sur un corps de nombre, il n'y a qu'un nombre fini, à isomorphisme près, de courbes elliptiques isogènes à celle-là sur le corps. Nombre fini, finitude des courbes isogènes à isogènes sur Terre. Alors, c'est pas totalement évident que ça s'applique, parce que là, vous avez trouvé l'infinité, mais peut-être qu'elles sont isomorphes. Alors, il faut montrer que non, effectivement. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de multiplication complexe interviendra, parce que vous pouvez très peu envoyer l'une dans l'autre, parce que ça vous ferait des endomorphismes de E, et vous les connaissez, ce sont des entiers. Alors, vous y arrivez.
Et donc, grâce à ce théorème de Zafarevitch, on est débarrassé des groupes de Borel et bien sûr aussi des cartons. Des cartons de pays. Ce sont des sous-groupes. Bon, ça c'est vraiment agréable. Continuons. C'est toujours le L fixe. Alors, il faut se débarrasser aussi des cartons non déployés. Donc, alors ça demande un gros effort, mais on est quand même aidé par le fait que si cette réserve de ligne est un carton, déployé ou pas, l'action du groupe est abélienne. On trouve le groupe abélien. Ah, abélien, on est toujours content. On se dit que la théorie des extensions abéliennes, on la tient bien en main. Nos ancêtres ont fait ça, Artin, etc. La théorie du corps de classe, on doit y arriver. En plus, dans ce cas particulier, le travail du Jarry était pratiquement fait. Dernièrement, je crois que c'est 60, je crois que c'est 57. La date du dernièrement. 57. Taniyama a fait une théorie des systèmes de représentation mélodique abélienne et compatibles entre elles d'une certaine façon. Ce n'est pas le mot qui l'emploie, mais c'est celui que je le prends. Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai rien dit des relations qu'il y a quand on change le nombre premier L. Pour l'instant, vous avez simplement vu pour chaque L une collection de homomorphismes. Et en fait, il y a une espèce de colle entre ces. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir en détail sur celle-là. Il y a une espèce. Donc, on va mettre ça. Alors ça, c'est quelque chose qui s'applique à l'heure actuelle, bien plus généralement, à toute l'écomologie, elle indique possible et imaginable. Et là, le cas des courbes elliptiques a été le premier et le plus frappant. Comment est-ce qu'on peut relier ρ L à ρ L? Parce qu'ils ne vont pas du tout dans le même groupe. L'un s'en va dans un ZL1 et l'autre ZL2, et ces gens se mélangent très peu. D'ailleurs, ce sera utile tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on joue? Seulement, voilà. Ces représentations sont non ramifiées. Alors, ça, c'est une propriété générale. Sont non ramifiées en dehors de d'une part S ensemble fini. Ce sont les nombres premiers ou les courbes sur les vues mâles. De ramification des courbes. Ça, c'est indépendant de la ramification de la courbe. Elles sont non ramifiées en dehors de ça et du L correspondant. Et du L1 jusqu'à L2.
Bon, alors, on va se mettre en dehors. On va prendre maintenant, alors je le dis sur Q, je peux le dire sur le corps dedans, mais je le dis sur Q. Je vais prendre un nombre premier P qui n'est pas dans S et qui est différent. Alors, dans ce cas-là, rho L1, par exemple, il envoie gamma K dans quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire de ramifier en P? Ça signifie que si je prends dans gamma K, à conjugaison près, il y a des groupes de décomposition. En fait, ils sont indexés par les, pas par P, mais par les idéaux premiers de KS. Bon. À conjugaison près, un sous-groupe de décomposition. Et ce sous-groupe de décomposition, il contient comme tout groupe de décomposition un groupe d'inertie, IKP. Et dire que c'est non ramifié, c'est dire que l'IKP va être tué par ρL. ρL a de I égale 1. Autrement dit, ρL1 définit IKP. Décomposition sur inertie. Et décomposition sur inertie, ça fait partie des bases de la théorie des nombres. Mais ça, c'est le groupe de Galois. C'est le gamma du corps FP. Du corps résiduel. Excusez-moi, oui, c'est ça. Du corps FP. Et ça, c'est isomorphe. Un Z du chapeau engendré par Frobenius. Par un élément de Frobenius. Pour un Frobenius P. Donc vous avez, c'est comme si vous aviez dans gamma K des Frobenius bien définis. En fait, ils ne le sont pas, ils sont venus de l'inertie, mais l'inertie est tuée. Donc en fait, je peux parler de l'image rho et là. Le front P. Et ça, c'est dans le GM2. Le Z est là. Et je me fais pareil avec L2. Alors, ce que l'on démontre ensuite, c'est que ces fronts P, c'est-à-dire le rond L1, le front P, il a deux valeurs propres. L'idée, c'est simple. Deux valeurs propres, mais qui sont conjuguées entre elles. Parce que ce sont des nombres dans les corps quadratiques imaginaires. Ils sont soit dans Q, soit dans un corps quadratique imaginaire. Pi bar égale Q. Égale P. Et le lien entre ces deux machins-là, c'est que le polynôme caractéristique de ρ L1 de P, c'est-à-dire est indépendant et le même que pour M2. Alors vous voyez, ça, pourquoi ça a un sens? C'est pas évident que ça a un sens, mais vous voyez, ce problème caractéristique est un coefficient dans Z. Et Z a le bon goût de se mettre à la fois dans ZL1 et dans ZL2. Donc c'est grâce à Z que vous trouvez un recollement en quelque sorte entre les deux. Donc ρ L1 et ρ L2, on dira qu'elles sont compatibles si on a cette propriété-là. Que pour tous les P, sauf les vilains qui sont dans S,
les polynômes de formules sont les mêmes. Et ça c'est quelque chose qui va s'appliquer dans des quantités d'autres situations. Donc compatibles. Et ce que Taniyama a fait, c'est de faire une théorie générale des systèmes de représentation abélienne où les représentations sont compatibles entre elles. Et il a montré qu'elles étaient classées par des objets algébriques assez simples. Alors, expliquer ça en détail, il m'avait demandé un cours entier au collège et ensuite un petit bouquin, McGill. J'ai fait un cours de McGill, pas très très long, mais enfin quand même, peut-être 7 ou 8 exposés, peut-être 10, et qui est paru en livre. Alors c'est un livre que j'aime bien parce qu'il a, pour moi, battu un record assez rare. Un beau jour, j'ai touché le droit d'auteur. Et bien, un beau jour, j'ai touché le droit d'auteur négatif. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, oui, c'est possible d'avoir un droit d'auteur négatif. Il faut publier un livre. Alors, on envoie à des libraires. À la fin de l'année, ils renvoient. Et ils constatent qu'ils ont renvoyé plus que... Et donc, j'ai eu, je crois, $5. Droit d'auteur de moins $5. Généralement, ils ont déduit de l'année suivante. Alors, quand j'ai raconté ça dans ce livre n'a pas été beaucoup lu. Alors, quand j'ai raconté ça à Deguine, m'a dit, ça c'est pas possible, c'est un bouquin extraordinaire. C'est parfait, tu m'expliques pourquoi il ne s'est pas vendu. Si Deguine apprendre quelque chose d'un livre, bon, c'est un détail. Donc dans ce livre, il y a la démonstration de quoi? Il y a du fait suivant. C'est que supposez que vous tombiez, par malheur, dans un carton non déployé, et quand même, il entre en elle, au moins, dans ce elle-là, il entre dans cette catégorie de Taniyama. Vous pouvez en déduire qu'il existe une famille correspondante. Vous ne savez pas que c'est celle de la communauté. Il existe une famille correspondante. Ah! Oui, mais en fait, quand vous connaissez Rho1 et que L2 lui est compatible, L2 est unique parce que le caractère de la représentation est connu. Donc, vous savez, une fois que vous avez en un endroit votre carton, vous savez que vous l'aurez partout. Et en plus, quand vous regardez bien la construction de l'illustration, vous voyez que qu'il y a toujours une infinité d'endroits où ce carton est déployé. Ah, et ça c'est interdit. Donc ce cas ne se produit pas. Donc c'est comme ça qu'on vide le cas des cartons non déployés. On les met dans une famille, et c'est parce que cette famille crée des choses déjà interdites. Ce changement de nom premier est une chose que l'on carré. Vous changez de nom premier tout le temps. Alors voilà, à ce point-là, qu'est-ce qu'on a traité? On a traité le fait que pour un L fixé, là on est en 67 à peu près. En 67, on sait donc que les images de Rho1, chaque groupe vous allez voir JL est groupe. JL est privé. Donc GL2, GL tout tel. Alors c'est beaucoup moins que ce que l'on veut. Parce qu'on veut un univers adélique pour le produit. Donc on veut certainement que GN soit, GN soit égal. Ou presque tout tel, sauf non fini.
en fait, quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'on a besoin d'un petit peu moins. Si on regarde le rho, ça, on devrait l'appeler N infini. Si on regarde le rho petit l, c'est-à-dire gamma k plus Gn2 de Fl, a fortiori, on veut que ce soit surjectif pour presque tout. Et c'est moins que ça, mais en réalité, ça suffit. Alors, pourquoi ça suffit? Ce sont des petits ajustements de théorie des groupes. Dans ces choses-là, il faut quand même que vous regardiez la structure des groupes G2. Alors, est-ce que ça suffit, ça? Eh bien, en fait, on peut démontrer que si on a cette propriété, alors l'image adélique est ouverte. Alors, qu'est-ce qui nous rend service? Il nous rend service ceci, c'est que, pensez à deux G, pensez au cas où vous savez que c'est déjà surjectif sur L1 et L2. Et vous regardez ça. Surjectif sur chacun. Alors bien sûr, en général, un sous-groupe d'un produit qui se projette sur chaque facteur, ce n'est pas tout. Mais il y a un petit lemme qui s'appelle le lemme de Boursa. Il doit être de 1890 à peu près, qui décrit les sous-groupes qui se projettent sur chaque facteur. Il dit c'est une trivialité, mais une trivialité utile. Il dit que si vous avez un tel sous-groupe non trivial, ça veut dire que ces deux-là ont des quotients isomorphes, des quotients qui sont bien. C'est une conséquence du critère. Alors là, c'est pas si facile de faire un groupe qui soit quotient des deux. Parce que regardez, là, vous avez un énorme L1 silo. Et là, l'énorme L2 silo. Ils ne vont pas se mélanger du tout. Donc, bon, on s'en tire. Et donc, finalement, c'est ça qu'il faut montrer. Alors ça, bon, on avance dans le temps. Je vais juste demander à dire que l'idée de démonstration est assez analogue à la précédente. C'est-à-dire que vous êtes embêté si vous tombez dans certains sous-groupes de G2FP et vous éliminez les vilains et vous êtes embêté comme d'habitude par les cas des cartons. Autrement dit, il se passe modulo L à peu près la même chose que ce qui se passait tout à l'heure. Vous êtes embêté. Et alors là, c'était plus difficile de voir comment s'en tirer. Mais, heureusement, si on regarde l'action de l'inertion L, on peut voir que cette action se fait un certain homomorphisme caractérisé par des entiers. Ces entiers ont le bon goût d'être égaux à 0 ou 1. Alors quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit c'est gagné. C'est fini. Parce que si j'ai une infinité de mauvais L, si quand on finit le mauvais L, tant pis. Si on a une infinité, je pourrais m'arranger pour que cette action de l'inertie se ressemble. Et à ce moment-là, vous pourrez utiliser une variante de la méthode de Taniyama et je pourrais construire un système de représentation à partir de là. En fait, il y a le point qui a quand même fini de possibilités quand je vous donne l'estimation. Bon, et on gagne. Alors, je vais arrêter là cette partie de cette époque parce que quand même, je voulais dire que le sujet a été énormément travaillé depuis. Parce que ça laisse, comme vous pouvez voir, des quantités de questions. Par exemple, vous avez dans le cas de K égale Q. Je suppose qu'à la qui a été regardée.
Vous avez le rho L dans ma part, donc j'ai le Fn. Bon, et nous savons qu'il est surjectif pour le donner E, qu'on a ici. Nous savons que ça, c'est surjectif, sauf que surjectif, L non dans le signe physique. Alors, à ça de finir, vous pouvez demander quand même, si la courbe est donnée, est-ce que vous pouvez déterminer cet ensemble fini? Alors, à l'époque où j'ai écrit mon article, la notion de façon tout bonne, je ne le savais pas et j'ai dit que ma méthode était non constructive. En fait, quand on la regarde bien, on s'aperçoit que si on a le théorème de densité de Chebotarev sous une forme concrète, on y arrive. Donc, possible avec Chebotarev, mais c'est un possible théorique qui est vraiment difficile à réaliser. En fait, dans mon article, je donne des tas d'exemples, mais ces exemples dépendent de l'existence de P de Frobenius que je dois calculer. Bon, mais maintenant, il y a mieux comme conjecture. Conjecture, je ne suis pas sûr que c'est une bonne conjecture, mais j'ai peur qu'on l'appelle S-conjecture, ça. Surjectif, si L plus grand que 37. Alors ça, c'est vraiment l'optimisme, anti-optimisme. Et ça a été beaucoup attaqué. Alors, quelle est la difficulté? La difficulté provient d'un seul cas. Elle provient du cas d'image difficile. Enfin, il ne faut pas exagérer. Le cas en image donc carton et aussi normalisateur des cartons, c'est un souris de faux plus gros. Alors, heureusement, le cas déployé, il a été traité. Quand est-ce que ça a été fait je ne vais pas noter, c'est incroyable ça. Bon, mais je m'excuse pour les gens qui l'ont fait. C'est pas possible. Non, je ne l'ai pas. Bon, il a été fait. C'est le cas non déployé. Donc, il faut voir que ce genre de question est une petite analogie avec le théorème de Fermat. C'est-à-dire que dans Fermat, vous avez donc une courbe qui dépend d'un paramètre, et vous devez montrer qu'elle n'a pas de point à part, malheureusement, ceux qui sont évidents. Si elle n'avait pas de point évident, on pourrait essayer de montrer que localement, elle n'a pas de point. Mais bon, ici, quand vous avez du courbe réductique, l'image de gamma K tombe dans un normalisateur de carton, ça vous donne un point rationnel. C'est pas Bilou et parents? C'est ça. Merci. Bilou et parents. C'est ça. Ah, c'est gentil. Vous savez l'année ou pas? Non 2008. Oh! Ah, c'est vous qui aurez dû faire l'exposé. Voilà. Alors, maintenant, un carton de boucle. Ça veut dire un point rationnel sur une certaine courbe modulaire. Les courbes modulaires. Une courbe qui paramètre en quelque sorte
homilétique muni de quelque chose. Et ces courbes, par exemple, récemment, N égale 13, la courbe en question était quantique, et les gens ont eu beaucoup de mal, et je crois qu'ils y sont arrivés finalement, à montrer qu'il n'y avait pas de points rationnels autres que les points sans intérêt pour nous, les points de multiplication complexes, les pointes. Mais je crois que N égale 11 a été fait aussi. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul cas où N est plus grand que 13 qui a été fait. Et ça c'est un peu désespérant pour la soi-disant conjecture, parce que vous avez une collection de courbes dont les gens tendent de l'infini, bien sûr, et de plus en plus compliquées. Vous courez le risque qu'au mieux, il y ait une démonstration dans chaque cas et que ce soit de plus en plus long. On aurait pu espérer que c'était le cas pour Fermat, vous voyez, que ça ressemblait à ça. Mais les gens arrivaient pour chaque N de plus. Bon, on va s'arrêter là.